L'aspect émotionnel, hein, je vous disais souvent, en fait, bon, quand on est enfant, notre vue, en fait, on n'a jamais appris à voir. Hein, on n'apprend jamais à un bébé à voir. Le bébé, il apprend à voir spontanément avec son intention de voir. C'est-à-dire qu'il entend un son, il dirige sa tête, il dirige son regard. C'est l'intention qui guide tout ça. Et avec l'intention, de la même façon, il va petit à petit apprendre à faire la mise au point sur l'endroit qu'il vise. Normalement, je vous ai dit, vision centrale, on est censé voir net l'objet qu'on vise. Et donc tout ça, ça se fait de manière inconsciente. Et donc, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Il y a donc certaines personnes vont avoir des problèmes de vue, des fois dans leur très jeune âge. Donc très souvent, ça peut être causé par des perturbations émotionnelles. Et donc là, c'est bon, j'ai une autre conférence où je détaille vraiment tout ce qui se passe dans les impacts sur le corps. Mais en gros, vous voyez, sur qu'est-ce qui impacte notre corps? C'est les traumatismes. Donc les chocs violents, les chocs physiques ou émotionnels, les violences subies, hein, donc quelque chose. Donc ça, évidemment, ça va créer un stress sur le corps, et ce stress-là peut se répercuter notamment au niveau de la vue. Donc vous pouvez imaginer, voilà, je reviendrai sur les détails, par exemple différents types de problèmes de vue. Donc il y a d'un côté les traumatismes et d'autre côté les conditionnements. C'est-à-dire, comme je vous disais, par exemple l'école. Hein, à l'école, regarde ton cahier. Hein, vous voyez, chez le bébé, en fait, il va faire la mise au point là où il a envie de voir. Qu'est-ce qui fait qu'on voit? Moi, je pense que c'est beaucoup l'enthousiasme et la curiosité. C'est l'enthousiasme et la curiosité qui sont quelque chose de dynamique dans le corps qui fait qu'on va apprendre à accommoder. Et en fait, l'enfant, spontanément, son enthousiasme et sa curiosité sont portés vers ce qu'il est en train d'essayer d'apprendre. Quand on va à l'école, on change toutes les règles, on dit bah maintenant c'est plus le moment de jouer, maintenant tu vas apprendre. Alors que jusque-là, il apprenait en jouant. Il n'y avait pas de dissociation entre jeu et apprentissage. Et c'est justement cette énergie de jeu et d'enthousiasme qui faisait que les apprentissages se passaient bien. À l'école, on dit maintenant tu arrêtes de jouer, tu vas apprendre. On dissocie les deux. Donc pour l'enfant, c'est pas du tout naturel. Et on commence à lui imposer des contraintes. Regarde ce cahier, regarde cette lettre, etc. Alors que peut-être lui, il n'a pas envie. Et donc quand on force le regard mais qu'il n'a pas envie, hop, il y a une perturbation il n'y a plus un intérêt qui va tout dans le même sens, il y a une dissociation, il y a un conflit d'intérêt à l'intérieur de la personne. Il y a quelque chose qui a envie de voir pour faire plaisir à la maîtresse, puis quelque chose qui n'a pas envie parce que lire le mot machin, ça m'intéresse pas du tout, moi je préférerais aller jouer avec les copains dans la cour de récré. Et donc à ce moment-là, on peut devenir hypermétrope ou myope ou etc. D'accord ? Alors encore un petit éclairage pour comprendre cette notion d'impact des émotions sur le corps. Moi j'utilise souvent le modèle de la cellule. Il faut vraiment pas oublier que notre corps c'est pas une machine, on n'est pas une machine en matière inerte. Tout notre corps il est fait de cellules vivantes. Et toutes les cellules vivantes en fait elles ont à peu près cette structure de base, une membrane, un liquide intermédiaire et un noyau central. Pratiquement toutes nos cellules se résument à ça. Et la membrane de notre cellule, elle est souple, c'est-à-dire qu'elle peut se dilater ou se contracter. Donc on peut avoir une cellule ouverte ou une cellule fermée. Et ce mécanisme de fermeture, en fait, il sert tout simplement de protection. C'est le principe du château fort avec le pont-levis qu'on va fermer quand on se sent agressé. Donc nos cellules vivantes, toutes nos cellules du corps, elles fonctionnent en mode un peu binaire. Je suis heureuse, je m'ouvre. Je suis pas heureuse, je me ferme. Je suis en confiance, je m'ouvre. J'ai peur, je ferme. Tout notre corps, il est basé sur ce fonctionnement binaire de base des cellules. Et donc, vous voyez, quand notre cellule est ouverte, ce qui se passe, c'est que quand la membrane est dilatée, elle est ouverte, et donc les nutriments peuvent rentrer dans la cellule, et les toxines peuvent s'évacuer de la cellule. Donc notre cellule, elle respire. Mais quand notre cellule se ferme, donc évidemment, elle se ferme pour se protéger de l'éventuelle agression, le traumatisme dont je parlais tout à l'heure, mais une fois qu'elle se ferme, par contre, elle ne peut plus absorber ses nutriments, et elle ne peut plus évacuer ses déchets. Et donc, c'est une réaction saine de manière urgente, pour réagir à une urgence, mais ce n'est pas une réaction qu'on peut maintenir dans la durée. Et donc, évidemment, la fermeture dans la durée, ça va créer une asphyxie du fait de ne pas pouvoir évacuer les déchets. Donc, ça va créer petit à petit, c'est ça le terrain des maladies. En Qigong, on dit, en médecine chinoise, quasiment tous les problèmes de santé, c'est un problème de stagnation du qi, l'énergie, et du sang. Et donc la vie, elle est mouvement, elle est faite pour circuler. Et pourquoi ça stagne? En fait, c'est parce qu'il y a des zones qui se ferment pour se protéger. Dès qu'une zone se ferme, la circulation se fait moins bien. La circulation du sang, mais on pourrait dire pareil pour la lymphe, etc.
Donc vous voyez, à l'échelle globale du corps, c'est ça qui se passe. Et donc ce qu'on recherche, c'est toujours réouvrir. Et donc pour notre vue, c'est la même chose. Hein. Alors maintenant, si on prend l'exemple des émotions, décoder nos problèmes de vue. Hein. Alors moi, là, je vous ai dit, quand j'ai commencé à travailler en coécoute sur les problèmes de vue, je me suis posé la question, qu'est-ce que je n'ai pas voulu voir? Hein, certainement que si à un moment donné ma vue a décliné, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai pas voulu voir. Et donc si on se pose cette question-là sincèrement et en profondeur, en général, on va trouver qu'est-ce qui s'est passé. Donc soit un événement traumatisant, un traumatisme ponctuel, soit une période, un contexte pas agréable, pas facile. Et c'est vrai qu'une fois que j'avais découvert ça, je m'amusais à... souvent quand je parlais à des gens qui avaient des lunettes de ce que j'avais découvert, ils étaient curieux et on en parlait ensemble. Et c'était vraiment... c'est étonnant comment, avant de le savoir, on n'y pense pas. Mais une fois qu'on le sait et qu'on se pose des questions, bingo, à chaque fois on trouve... Ah tiens, quand est-ce que tu as commencé à avoir des problèmes de vue? Ah c'est quand je suis rentré en 6e. Ah tiens, il y avait tel truc, il y avait tel... Et à chaque fois, on repère des choses dans le contexte familial, dans le contexte environnemental, qui étaient particulièrement stressants. Alors souvent, c'est pas la veille de la consultation de l'ophtalmo. Hein. En général, ça s'est passé avant, ça s'est passé progressivement. Mais très souvent, en amont des problèmes de vue, il y a un stress émotionnel. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, de manière caractéristique, un peu caricaturale, hein, un myope, c'est quelqu'un qui voit bien de près, mais qui voit plus au loin. Donc c'est comme si sa vue, elle se repliait dans sa sphère intime. Donc vous voyez, ça c'est le même mouvement que la tortue qui rentre sa tête dans la carapace. Donc qu'est-ce qui génère ce mouvement-là? Évidemment, c'est la peur. Hein, j'ai peur, il y a quelque chose dans mon environnement qui me fait peur, boum, je me replie à l'intérieur. Je veux plus voir, ça me fait trop peur. Il y a quelque chose qui paraît menaçant. Donc très souvent derrière la myopie, il y a forcément une histoire de peur, de quelque chose qu'on n'a pas voulu voir. J'ai eu l'occasion, notamment, je peux vous dire, d'accompagner une autre personne qui était myope, parce que donc moi je venais pas du tout de ce problème-là, et qui d'ailleurs a... Donc lui au début, il ne lisait que ZU à 5 mètres. Donc quand il enlevait ses lunettes, ZU. Donc ça veut dire le reste c'était du brouillard complet. Et en fait, il n'a pas fait d'exercice de méthode bête, il n'a pas fait d'exercice pour les yeux, mais simplement, il a arrêté de porter ses lunettes. Il en rêvait depuis longtemps, il n'avait pas osé encore le faire, avec mon soutien il l'a fait. En fait, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Sa vue s'est mise à s'améliorer et la seule chose qu'on a fait, c'est des séances de libération émotionnelle. Et qu'est-ce qui a été? Ça a été très net, donc c'est quelqu'un qui était myope, très net, l'évacuation principale c'était des tremblements, et les tremblements c'est la libération des peurs. Il a énormément tremblé en référence à différents événements de sa vie, c'était toujours des tremblements, des peurs. Sa vue est passée de ZU à la ligne 6, vous voyez, en un an à peu près. Et là, je l'ai revu récemment, il commence à lire la ligne 8. Et il n'a toujours pas fait d'exercice pour les yeux. Donc vous voyez que c'est la plasticité du corps est vraiment incroyable. Et donc voilà, moi je pense que vraiment, lui, il avait porté des lunettes longtemps, donc il avait vraiment une élongation axiale caractérisée. Hein, pour voir ZU, c'est que vraiment l'œil, il est bien allongé. Et vous voyez qu'avec... là, ça doit faire 3 ans maintenant, il arrive à la ligne 8, donc voilà, hein, vous voyez que ça fonctionne bien. Autre famille d'émotions, donc l'hypermétropie. L'hypermétropie, c'est l'inverse de la myopie, donc on se met à... on continue à voir au loin, mais on voit plus ce qui est auprès. Donc là, il y a quelque chose qui fait dans notre vue que c'est comme si notre vue fuyait notre centre. C'est-à-dire qu'on voit l'extérieur, mais on voit plus le centre. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on va fuir notre centre? Ça peut être des émotions comme la culpabilité. Si on a une mauvaise image de soi, qu'on se considère comme mauvais, on va se fuir. Mais ça peut être aussi l'anxiété. Moi, dans mon chemin, j'ai souvent repéré, parce que dans les bouquins, j'avais lu culpabilité, mais moi, j'ai beaucoup repéré la notion d'anxiété liée à l'hypermétropie, c'est-à-dire le besoin d'être sur le qui-vive, de contrôler l'environnement extérieur, à tel point que moi, je m'oublie. C'est-à-dire que je suis complètement rivé sur l'extérieur et je perds le contact avec le centre. Donc vous voyez encore voilà, comment les émotions peuvent façonner notre vue. Dans l'astigmatisme, donc là c'est une vue on va distordre des lignes horizontales ou verticales selon, et quelle que soit la distance. Bon, il y a une distance où c'est pire et une distance où c'est moins fort, mais quelle que soit la distance, il y a de l'astigmatisme et donc du flou, quelle que soit la distance. Et donc pour moi, ce qui correspond émotionnellement à cette sensation de flou, c'est la confusion. Émotionnellement, c'est quelqu'un qui se retrouve dans une sensation de confusion. Et en fait, confusion, alors
ce qui peut générer la confusion, par exemple, c'est une dissonance, voire une opposition entre ce qu'on ressent et ce qu'on nous dit. Par exemple, quand on est un petit enfant et que notre référence absolue, à savoir nos parents, nous disent « tout va bien », alors que nous, on sent qu'il y a des gros problèmes, mais qu'on ne nous les dit pas parce qu'on veut nous protéger. Et bien là, il y a une dissonance. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me fie à ce que je sens et au secours, c'est la panique parce qu'il y a des gros problèmes et en plus mes parents m'en parlent pas? Ou est-ce que je me fie à ce qu'on me dit et donc je reste en sécurité parce que je continue à être protégé par mes parents, mais du coup, par contre, je suis dans le flou. Et en général, un enfant ne va pas remettre en question ses parents parce que c'est trop vertigineux, il va se retrouver tout seul. Donc, il va plutôt absorber le conditionnement de confusion. Et donc l'astigmatisme si ça se répercute sur les yeux. Voilà, ensuite un autre problème de réfraction assez courant, la presbytie, et qui fait souvent plein de questions dans les conférences. Donc la presbytie, au niveau émotionnel, pareil, je lance des pistes, hein, mais ça, en fait, vous voyez, ce que nous dit l'ophtalmologie classique, c'est le cristallin qui devient rigide et qui est plus souple et donc qui peut plus accommoder. Bon, c'est comme ça. Tant pis pour vous, il faudra attendre votre prochaine réincarnation pour en avoir un nouveau. Alors bon, ce cristallin qui devient rigide, est-ce que c'est irréversible ou pas? Est-ce qu'il y a moyen de le réassouplir ou pas? Certainement, quand même. Il y a moyen d'y faire quelque chose. Ensuite, je vous ai dit, Bates, il a constaté que c'est l'ensemble des muscles oculaires qui accommodent. Et par exemple, dans ces cas cliniques, il a une femme qui a été opérée d'une cataracte et qui a un cristallin artificiel. Donc son cristallin n'accommode plus. Et cette femme accommode. Elle accommode sans cristallin, sans muscle ciliaire. Donc, elle accommode avec l'ensemble de ses muscles moteurs de l'œil. Donc, ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours moyen de garder la souplesse des yeux. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir voir avec la presbytie? Donc, il y a effectivement des paramètres liés à l'âge, et je vous disais surtout liés à l'accumulation de tension et l'accumulation de crispation et de raideur. Donc, c'est ça qu'il va falloir chasser. Et peut-être qu'au niveau émotionnel, alors comme piste que je peux vous lancer, c'est, vous voyez, lié à avancer en âge dans notre société, il y a une image de perte de la jeunesse, c'est perte de la souplesse. Et donc une rigidification. Et notamment, au niveau émotionnel, il peut y avoir la sensation qu'on a déjà tout vu. J'ai déjà tout vu, c'est pas la peine de faire un effort pour accommoder et voir les détails. Et donc, peut-être que pour vraiment endiguer ce phénomène de presbytie, c'est vraiment garder un regard émerveillé. Garder la curiosité, le regard émerveillé, je pense que c'est vraiment un peu l'antidote émotionnel de la presbytie. À tester, hein. Vous me direz après, j'attends les retours. Mais en tout cas, j'ai une stagiaire hein, qui s'est libérée de ses lunettes pour la presbytie, hein, tu l'avais rencontrée, Corinne. Et elle avait une presbytie assez importante, elle commençait à être très gênée. Et donc maintenant, elle a plus de lunettes et ça a l'air, tu l'as revue récemment, elle continue.